Dans le port de Nantes en 1801, Jacques Beauvais, un enfant esclave de 10 ans aux yeux perçants et à l'esprit prodigieux, possède un don que personne ne peut expliquer. Il calcule plus vite que les comptables les plus expérimentés, résout des problèmes mathématiques complexes instantanément et détecte les erreurs dans les registres commerciaux d'un seul regard. Quand son talent extraordinaire attire l'attention des puissants banquiers de la ville, ces hommes respectables réalisent avec terreur qu'un enfant noir enchaîné comprend mieux leurs manipulations financières qu'eux-mêmes. Mais dans une société où un esclave ne devrait même pas savoir compter, j'oscuiront-ils pour protéger leurs secrets et leur pouvoir face à une intelligence qu'ils ne peuvent ni contrôler ni comprendre? Avant de savoir le dénouement de cette histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. Le soleil devait illuminer les quais animés de Nantes, ce grand port de l'Atlantique où convergeaient les richesses des colonies françaises. Dans l'entrepôt spacieux de M. Armand Devreau, négociant prospère en tissus et épices, régnait une activité fébrile. Des employés comptaient des caisses, vérifiaient des manifestes, inscrivaient des chiffres dans d'épais registres. Et dans un coin sombre, presque invisible, se tenait Jacques Beauvais, un enfant de 10 ans à la peau noire comme l'ébène, aux grands yeux intelligents qui observaient tout avec une attention presque dévorante. Jacques était esclave depuis sa naissance sur une plantation de Saint-Domingue. 3 ans plus tôt, quand les révoltes avaient secoué l'île, Devreau l'avait ramené en France comme serviteur domestique. L'enfant était maigre, ses vêtements usés pendaient sur son coffrel, mais son regard brillait d'une curiosité insatiable. Depuis des mois, il observait les employés manipuler les chiffres et quelque chose d'extraordinaire s'était éveillé en lui. Jacques appela brutalement M. Renard, le chef comptable, un homme corpulent au visage rougeau. « Apporte-moi ces registres immédiatement, et cesse de traîner comme une ombre inutile. »« Oui, Monsieur Renard, » répondit Jacques en se précipitant, ses pieds nus claquant sur le sol de pierre froide. Il ramassa les lourds livres et les porta vers le bureau où Renard vérifiait des colonnes de chiffres, son front plissé par la concentration et l'irritation. « Ces maudits calculs ne correspondent pas, » grommela Renard, vérifiant et revérifiant. « Le total devrait être de 3247 livres, mais j'obtiens toujours 3262. Où est l'erreur ?» Jacques, debout près du bureau, jeta involontairement un coup d'œil au registre. Les nombres dansaient devant ses yeux, se réorganisant dans son esprit avec une clarté stupéfiante. « Monsieur Renard, » dit-il doucement, presque malgré lui, « à la ligne 17, vous avez écrit 95 au lieu de 80. C'est une différence de 15 livres. » Le silence tomba dans la pièce comme une chape de plomb. Renard se figea, sa plume suspendue dans l'air. Lentement, il vérifia la ligne 17. Son visage devint cramoisi. « Comment oses-tu » siffla-t-il, se levant brusquement. « Un esclave qui lit mes registres, qui prétend corriger mes calculs. »« Je ne voulais pas, monsieur. Jacques recula, terrifié, mais Renard le saisit par le col. « Monsieur Devreau » cria le comptable. « Monsieur Devreau, venez immédiatement. » Le maître apparut depuis son bureau privé, un homme élégant d'une 40aine d'années, vêtu d'un habit de velours bleu. « Qu'est-ce que ce vacarme, Renard ? J'ai des clients importants qui arrivent dans 1 heure. Cet esclave insolent prétend avoir trouvé une erreur dans mes calculs. Il ose regarder les registres commerciaux. C'est inacceptable. » Devreau fronça les sourcils, observant Jacques qui tremblait. « Une erreur, dis-tu ? Montre-moi. » Renard, confiant, pointa la ligne contestée. Devreau examina soigneusement, compta sur ses doigts, puis sur un boulier. Son expression changea. « Renard, l'enfant a raison. Tu as effectivement écrit 95 au lieu de 80. Comment a-t-il pu voir cela ? C'est impossible. Il ne sait même pas lire. »« Apparemment, il sait compter, » dit Devreau d'une voix lente, regardant Jacques avec une curiosité nouvelle et troublante. « Garçon, comment as-tu fait cela ?» Jacques baissa les yeux. « Je ne sais pas, maître. Les chiffres, je les vois simplement. Ils s'organisent dans ma tête. Je ne peux pas l'expliquer. Montre-moi autre chose. » Devreau prit une ardoise et y inscrivit rapidement. « Combien font 237 plus 489 ?» Sans hésitation, Jacques répondit. « 726, maître. » Devreau vérifia, stupéfait. « C'est exact. Essayons quelque chose de plus difficile. Multiplie 53 par 19. 1007, maître. » Cette fois, Devreau dut utiliser une feuille de papier pour vérifier. Quand il leva les yeux, son visage exprimait un mélange de fascination et d'inquiétude. « Comment est-ce possible ? Qui t'a enseigné les mathématiques ? » ?»« Personne, maître. J'observe, j'écoute, et je comprends. » Renard intervint,
sa voix tremblant de colère et peut-être de peur. « Monsieur Devrault, c'est de la sorcellerie. Un enfant noir qui calcule mieux que des hommes éduqués, c'est contre nature. Il faut le punir, l'empêcher de... » « Silence, renard !» Devrault réfléchissait intensément. Ce dont pourrait être utile, très utile. Il se pencha vers Jacques. « À partir d'aujourd'hui, tu travailleras avec Renard dans le bureau. Tu vérifieras tous les calculs. Mais tu ne parleras de ton talent à personne d'autre. Personne. Tu comprends? »« Oui, maître. » Et Renard continua Devrault avec un regard dur. « Si j'apprends que tu as maltraité cet enfant ou que tu as parlé de ses capacités en dehors de cette maison, tu seras renvoyé sans référence. Cette découverte reste entre nous. » Les semaines suivantes transformèrent la vie de Jacques. Confiné dans le bureau des comptes, il vérifiait registre après registre, détectant erreurs et inconsistances avec une facilité qui stupéfiait Renard et les autres employés. Mais cette nouvelle position apportait aussi jalousie et ressentiment. Les autres esclaves de la maison le voyaient maintenant comme un privilégié. Les employés blancs le regardaient avec méfiance et hostilité. Un après-midi, alors que Jacques travaillait seul dans le bureau, Madame Devrault entra, une femme élégante aux traits sévères. « Ainsi, c'est toi le petit prodige dont mon mari parle sans cesse, dit-elle d'une voix froide. Un enfant esclave qui compte mieux que des hommes libres. C'est troublant, n'est-ce pas? Presque dangereux. »« Je sers simplement mon maître, madame, » répondit Jacques prudemment. « Tu sers? Oui. Mais jusqu'à quand? Un esclave trop intelligent devient un problème. Mon mari ne le voit pas encore, aveuglé par l'utilité que tu représentes. Même moi, je vois. » Elle s'approcha, et Jacques sentit la menace dans sa proximité. Les esclaves doivent rester à leur place. Tu ferais bien de te souvenir que ton intelligence, aussi impressionnante soit-elle, ne change pas ce que tu es. Quand elle partit, Jacques resta immobile, le cœur battant. Pour la première fois, il comprit que son don n'était pas seulement une bénédiction, mais peut-être aussi une condamnation. Chapitre 2. L'automne arriva sur Nantes, apportant pluie et brouillards épais qui enveloppaient les quais. Dans le bureau de Devrault, Jacques continuait son travail silencieux, vérifiant les innombrables transactions commerciales qui enrichissaient son maître. Mais sa réputation, malgré les efforts de Devrault pour la contenir, commençait à se répandre dans les cercles financiers de la ville comme une rumeur à la fois fascinante et dérangeante. Un matin de novembre, 3 hommes distingués se présentèrent au comptoir commercial. M. Laurent, directeur de la Banque commerciale de Nantes, accompagné de M. Dubois et M. Fontaine, 2 autres banquiers influents. Tous 3 portaient des habits sombres et coûteux, des montres en or pendaient de leurs gilets, et leur visage exprimait cette assurance tranquille des hommes habitués au pouvoir. « Devrault, » commença Laurent sans préambule, « nous avons entendu des rumeurs extraordinaires concernant un de vos employés, un enfant esclave, dit-on, capable de calculs prodigieux. » Devrault, qui les avait reçus dans son bureau privé, hésita. « Ce ne sont que des exagérations, messieurs. L'enfant aide simplement avec des tâches simples. Ne nous prenez pas pour des imbéciles, » coupa Dubois sèchement. « Renard a parlé dans une taverne. Il a raconté que ce garçon corrige ses erreurs instantanément, qu'il peut multiplier des nombres à 3 chiffres de tête. Nous voulons le voir. »« C'est impossible. Jacques est. »« Nous insistons, » dit Laurent d'une voix qui n'admettait aucune contradiction. « Nous avons des intérêts commerciaux communs. Devrault. Il serait regrettable que ces relations soient compromises par un manque de coopération. » La menace était claire. Devrault capitula. « Très bien, mais je vous demande la discrétion absolue. » Jacques fut convoqué. Quand il entra, pieds nus sur le tapis persan, les 3 banquiers l'observèrent avec un mélange de curiosité et de mépris mal dissimulé. Un enfant noir, maigre, aux vêtements rapiécés, qui osait prétendre rivaliser avec les meilleurs esprits financiers de la ville. « Garçon, » dit Laurent, sortant un carnet, « dis-moi combien font 847 plus 693. »« 1540, monsieur, » répondit Jacques immédiatement. Les 3 hommes échangèrent des regards. Dubois prit le relais, multiplie 123 par 67. Jacques ferma brièvement les yeux. 8241, monsieur. Fontaine intervint, sa voix devenant plus agressive. Si j'investis 3000 livres à un taux d'intérêt de 4% pendant 7 ans, combien aurais-je au total? 3840 livres, monsieur. Le silence qui suivit était chargé de tension. Les banquiers vérifièrent fébrilement les calculs sur du papier. Tous étaient exacts. Laurent se leva lentement, son visage pâle. « C'est remarquable et troublant. » Il se tourna vers Devrault. « Cet enfant comprend-il ce qu'il fait? Comprend-il les principes financiers? » « Je ne sais pas, » admit Devrault. «
Jacques, explique comment tu as calculé le dernier problème. L'intérêt simple, maître, c'est le capital multiplié par le taux multiplié par le temps. 3000 fois 0,04 fois, c'est égal 840. Puis j'additionne au capital initial. Laurent devint encore plus pâle. Il comprend les formules. Il comprend les concepts. Il se tourna vers ses collègues. « Messieurs, nous devons parler. En privé. » Les trois banquiers devront sortir, laissant Jacques seul. Mais les murs étaient minces, et Jacques, sans le vouloir, entendit des fragments de conversation alarmants. Dangereux, imagine s'il travaillait pour des concurrents. Ou pire, s'il révélait comment nous manipulons les taux. Un esclave qui comprend la finance mieux que la plupart des clercs doit être contrôlé ou éliminé. Ce dernier mot glaça le sang de Jacques. Éliminé. Il parlait de lui faire du mal. Son don, sa malédiction, avait attiré l'attention de puissants qui le voyaient comme une menace. Quand les hommes revinrent, Laurent s'adressa à Devereux avec une froideur calculée. Nous proposons un arrangement. Nous paierons 1000 livres pour acheter cet esclave. Il travaillera pour nous, sous surveillance stricte, vérifiant nos calculs mais sans accès aux informations sensibles. Jacques n'est pas à vendre, répondit Devereux fermement, et Jacques sentit une étrange gratitude envers son maître. Tout à un prix, Devereux, 2000 livres. Non. Laurent se pencha en avant, menaçant. Alors nous exigeons qu'il soit interdit d'accéder à vos registres commerciaux. Un esclave ne devrait pas manipuler des informations financières. C'est une question de sécurité. Si nous apprenons qu'il continue, nous serons obligés d'en informer les autorités. Il existe des lois contre l'éducation excessive des esclaves. C'était un chantage pur et simple. Devereux, le visage rouge de colère impuissante, hocha lentement la tête. Très bien, Jacques retournera à des tâches domestiques normales. Quand les banquiers partirent, Jacques osa demander « Maître, pourquoi ont-ils peur de moi ?» Devereux le regarda longuement avant de répondre « Parce que tu représentes quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Jacques, tu es la preuve vivante que l'intelligence n'a pas de couleur, pas de statut social. Et cette vérité menace tout leur monde. Ils ont construit leur pouvoir sur l'idée que certains hommes sont naturellement supérieurs. Toi, tu prouves qu'ils ont tort. Et pour cela, ils te haïront toujours. » Cette nuit-là, dans son coin sombre des quartiers des esclaves, Jacques pleura pour la première fois depuis des années. Son don, ce talent qui le rendait spécial, était devenu une prison encore plus étroite que l'esclavage lui-même. Chapitre 3. Les mois d'hiver passèrent avec une lenteur cruelle pour Jacques. Retirés du bureau, ils furent légués aux tâches les plus humbles, nettoyer les sols, porter l'eau, servir au repas. Les autres esclaves, qu'il avait jalousés durant sa brève ascension, le traitaient maintenant avec un mélange de pitié et de satisfaction mesquine. Les employés blancs l'ignoraient comme s'il n'avait jamais existé. Seul Devereux, parfois, posait sur lui un regard pensif et peut-être coupable. Mais Jacques ne pouvait pas éteindre son esprit. Les chiffres vivaient en lui comme une langue maternelle, et même en frottant les planchers, il calculait le nombre de lattes de bois dans chaque pièce, les proportions géométriques des fenêtres, les intervalles entre les coups de l'horloge du hall qu'il transformait en équations temporelles complexes. C'était compulsif, irrépressible, comme respirer. Un soir de février, alors qu'il servait le dîner dans la salle à manger où Devereux recevait des invités, Jacques entendit une conversation alarmante. Monsieur Laurent était présent, accompagné de 2 autres banquiers, et le vin déliait les langues. « La situation devient intenable, » disait Laurent, sa voix légèrement pâteuse. « Les registres de la banque commerciale ne correspondent plus. Nous avons perdu trace de 15 000 livres. Mes comptables sont incompétents, et je ne peux faire confiance à personne. » 15 000 livres répéta Devereux, choqué. Comment est-ce possible? Des erreurs accumulées, des transactions mal enregistrées, peut-être même des vols internes. Je ne sais plus. Laurent vida son verre avec amertume. Si le préfet ordonne une inspection, je suis ruiné. Ma réputation sera détruite. Jacques, debout près du buffet, sentit quelque chose bouillonner en lui. 15 000 livres manquantes dans des registres bancaires. C'était exactement le genre de problème qu'il pourrait résoudre, qu'il pourrait tracer à travers les colonnes de chiffres jusqu'à trouver où les erreurs s'étaient glissées. Mais il n'était qu'un esclave, invisible et impuissant. Après le dîner, alors qu'il débarrassait les assiettes, Devereux l'arrêta d'un geste. « Jacques, tu as entendu ce qui s'est dit ce soir. »« Oui, maître. »« Si tu avais accès au registre de Laurent, pourrais-tu trouver où sont ces 15 000 livres ?» Jacques leva les yeux, surpris par la question directe. « Je pense que oui, maître. Les chiffres racontent toujours une histoire.
Il suffit de savoir la lire. Devreau réfléchit longtemps, tambourinant des doigts sur la table. Laurent m'a offensé en exigeant que tu sois écarté. Il a menacé mes affaires. Mais il est aussi désespéré maintenant. Et un homme désespéré peut être manipulé. Que voulez-vous dire, maître? Je veux dire que nous pourrions lui proposer tes services. En échange, il devra te laisser tranquille à l'avenir, et me devra une faveur considérable. Un sourire calculateur apparut sur le visage de Devreau. Tu pourrais prouver ta valeur d'une manière qu'il ne pourra pas ignorer. 2 jours plus tard, Jacques se retrouva dans les bureaux austères de la Banque commerciale de Nantes. Laurent, le visage tiré par l'insomnie et l'angoisse, le regardait avec un mélange de réticence et d'espoir désespéré. « Très bien, dit-il sèchement. Tu as 3 jours. Voici 7 ans de registre. Trouve où sont mes 15 000 livres, si tu es vraiment aussi doué qu'on le dit. » On installa Jacques dans une petite pièce froide, avec une table, une chandelle et des piles de registres poussiéreux. 2 gardes furent postés à la porte, officiellement pour sa protection. Mais Jacques comprenait qu'ils étaient là pour s'assurer qu'il ne volait aucun document, ne copiait aucune information. Il ouvrit le premier registre et plongea dans un océan de chiffres. Revenus, dépenses, intérêts, commissions, transferts, investissements. Des milliers et des milliers de transactions. Certaines correctes, d'autres contenant de petites erreurs qui s'étaient accumulées comme des grains de sable formant une montagne. Jacques travailla à 18 heures le premier jour, s'arrêtant seulement pour manger le pain sec et le fromage qu'on lui apportait. Les chiffres dansaient devant ses yeux, se réorganisant en motifs, révélant leurs secrets. Il suivait chaque livre, chaque sou, à travers les années, créant dans son esprit un tableau complet des flux financiers de la banque. Le deuxième jour, il commença à trouver les erreurs. Une addition fausse ici, un report incorrect là, individuellement insignifiante, collectivement catastrophique. Mais il manquait encore une grosse somme, environ 8 000 livres qui semblaient avoir disparu complètement. Le troisième jour, épuisé, les yeux brûlants, Jacques trouva une série de transactions en 1798, enregistrées dans 2 registres différents. Les mêmes dépôts comptés 2 fois, gonflant artificiellement les actifs de la banque, et les intérêts calculés sur ces montants fictifs, créant une cascade d'erreurs qui avait propagé la confusion pendant des années. « Je l'ai trouvé », annonça-t-il à Laurent, qui avait passé les 3 jours à faire les 100 pas dans son bureau. Les 15 000 livres n'ont jamais vraiment existé. C'était une erreur de double comptabilisation en 1798, amplifiée par des calculs d'intérêt incorrects. Laurent saisit les papiers où Jacques avait noté ses découvertes, vérifia frénétiquement, appela ses comptables, passa des heures à confirmer. Finalement, il se laissa tomber dans son fauteuil, le visage dans les mains. « Tu avais raison. Tout est là. Les erreurs, les explications. » Il leva les yeux vers Jacques avec une expression complexe. « Tu as sauvé ma carrière, ma réputation. Un enfant esclave de 10 ans a fait en 3 jours ce que mes comptables n'ont pas pu faire en des mois. » Mais dans sa voix, il n'y avait pas de gratitude, seulement de la peur et du ressentiment. Chapitre 4. Le printemps de 1802 transforma Nantes. Les nouvelles de la paix d'Amiens arrivèrent, apportant un optimisme prudent pour le commerce. Mais dans les cercles financiers de la ville, une autre nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. L'enfant esclave de Devreau avait résolu en 3 jours ce que les meilleurs comptables n'avaient pas réussi en des mois. Et cette nouvelle provoquait des réactions contrastées. Jacques était retourné à ses tâches domestiques, mais l'atmosphère autour de lui avait changé. Certains le regardaient avec crainte, d'autres avec une hostilité à peine contenue. Madame Devreau, en particulier, le surveillait avec une froideur glaciale qui présageait des ennuis. « Mon mari joue un jeu dangereux », dit-elle un jour à Jacques alors qu'il nettoyait le salon. « Il pense pouvoir utiliser ton talent pour gagner de l'influence auprès des banquiers. Mais il ne comprend pas que tu es une menace pour l'ordre naturel des choses. Un esclave ne devrait pas être plus intelligent que ses maîtres. Je ne veux être une menace pour personne. Madame, je veux juste... » « Quoi? Être libre? Être reconnu? » Elle rit amèrement. « Ton intelligence te condamne, garçon. Tu es trop précieux pour être vendu, trop dangereux pour être libéré et trop visible pour être ignoré. C'est une prison dont tu ne sortiras jamais. » Ces paroles hantèrent Jacques pendant des semaines. Était-ce vraiment son destin? Être éternellement piégé entre son don et son statut? Mais en avril, tout changea. Un matin, un courrier urgent arriva pour Devreau. Un émissaire du préfet de la Loire-Inférieure demandait à le voir immédiatement. Inquiet, Devreau se rendit à la préfecture, et Jacques, servant habituellement lors des réunions importantes, fut exceptionnellement convoqué pour l'accompagner. Le préfet Lescure était un homme âgé aux cheveux blancs, au regard pénétrant et bienveillant.
Son bureau était rempli de livres et de cartes géographiques. Monsieur Devereaux, merci d'être venu rapidement. Et c'est lui, l'enfant dont tout le monde parle? Oui, Excellence. Jacques Beauvais. Approche, garçon. Lescure observa Jacques attentivement. On me dit que tu as des capacités mathématiques exceptionnelles. Est-ce vrai? Je calcule facilement. Excellence. C'est tout. Modeste, également. Bien. Lescure ouvrit un dossier épais. Jacques, la France fait face à un problème complexe. Le consulat veut réorganiser tout le système fiscal du département. Nous devons calculer les taxes, les redistributions, les budgets municipaux pour 37 communes. Mes comptables y travaillent depuis 6 mois et n'arrivent pas à une conclusion cohérente. Les chiffres ne correspondent jamais. Le consul Bonaparte exige des résultats et je risque d'être démis de mes fonctions si je ne livre pas bientôt un système fonctionnel. Il se pencha en avant. Monsieur Laurent m'a parlé de toi. Il m'a dit, avec une réticence évidente, que tu avais résolu en 3 jours un problème qui tourmentait sa banque depuis des années. Je veux que tu examines mes registres fiscaux. Si tu peux trouver pourquoi nos calculs échouent, je te récompenserai généreusement. Devereaux intervint rapidement. Excellence, je suis certain que Jacques fera de son mieux pour. Je ne parlais pas à vous, Devereaux. Je parlais à Jacques. Lescure regarda l'enfant directement. Qu'en dis-tu? Acceptes-tu ce défi? Pour la première fois de sa vie, quelqu'un demandait à Jacques son avis, le traitait comme un être pensant capable de choisir. Oui, Excellence, j'accepte. Les 2 semaines suivantes furent les plus intenses de la vie de Jacques. Installé dans un bureau de la préfecture, il reçut accès à tous les registres fiscaux du département. Des montagnes de documents, de recensements, de calculs de taxes, de répartitions budgétaires. C'était un chaos mathématique d'une complexité vertigineuse. Mais Jacques était dans son élément. Il créa mentalement un système pour organiser l'information, traça les flux d'argent à travers les communes, identifia les inconsistances. Il travaillait parfois 20 heures par jour, ne s'arrêtant que pour dormir quelques heures sur un lit de camp qu'on lui avait installé. Les comptables de la préfecture, d'abord offensés qu'un enfant esclave soit chargé de vérifier leur travail, commencèrent à observer Jacques avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Monsieur Girard, le comptable en chef, un homme sérieux d'une 50aine d'années, passait des heures à regarder Jacques travailler. « Comment fais-tu cela » demanda-t-il un jour. « Comment peux-tu garder tant de chiffres en tête simultanément » Jacques haussa les épaules. « Je ne sais pas vraiment, monsieur Girard. Pour moi, les nombres ont des motifs, des relations. Je vois comment ils s'assemblent, comme les pièces d'une mécanique d'horlogerie. Quand quelque chose ne correspond pas, je le sens immédiatement. As-tu jamais étudié les mathématiques formellement? La géométrie d'Euclide? L'algèbre? Non, monsieur. Je ne connais même pas ces mots. » Girard secoua la tête avec émerveillement. « Tu as réinventé par toi-même ce que les meilleurs esprits ont mis des siècles à développer. C'est extraordinaire. » Au 12e jour, Jacques présenta ses conclusions au préfet. Il avait identifié le problème principal. Les communes utilisaient des unités de mesure différentes pour calculer leurs taxes. Certaines utilisaient l'ancien système, d'autres le nouveau système métrique introduit par la Révolution. Les conversions entre les 2 systèmes étaient faites incorrectement, créant des erreurs en cascade. Jacques avait recalculé tout le système fiscal en utilisant uniquement le système métrique, et maintenant tout s'harmonisait parfaitement. Lescure examina le travail, fit vérifier par Girard et 2 autres comptables. 3 jours plus tard, il convoqua Jacques et Devereaux. « C'est parfait, absolument parfait. Grâce à toi, Jacques, je peux présenter à Paris un système fiscal cohérent. Tu as sauvé ma carrière et servi la France. » Il se tourna vers Devereaux. « Combien voulez-vous pour cet esclave ?» Le cœur de Jacques se serra. Il allait être vendu, après tout. Mais Devereaux dit quelque chose d'inattendu. « Il n'est pas à vendre, Excellence. Mais je serais honoré de le mettre à votre disposition chaque fois que nécessaire. » Dies chapitre 5. La révélation éclata comme un coup de tonnerre dévastateur à travers toute l'Europe musicale et bien au-delà des frontières du monde de l'art. Les journaux, de Londres à Saint-Pétersbourg, de Madrid à Berlin, titraient avec des mots qui oscillaient entre l'émerveillement et le scandale. L'auteur véritable de la célèbre symphonie viennoise est un esclave noir français, un génie musical extraordinaire découvert en chaîne. Vienne applaudit debout un esclave compositeur, la honte de la France, un Mozart noir réduit en esclavage. Les réactions furent violemment et profondément divisées selon les lignes prévisibles des préjugés de l'époque. Certains critiques musicaux conservateurs,
principalement ceux qui avaient des investissements dans le système esclavagiste colonial ou qui ne pouvaient tout simplement pas accepter qu'un homme noir puisse créer une telle beauté, retirèrent immédiatement et honteusement leurs éloges précédents. Ils prétendaient soudainement, avec une mauvaise foi évidente, que l'œuvre était primitive malgré ses artifices sophistiqués ou manifestement plagiés d'œuvres allemandes existantes, ou encore intéressantes sur le plan ethnographique, mais pas véritablement artistiques. Leurs arguments étaient transparents et désespérés, et beaucoup de leurs contemporains les ridiculisèrent publiquement. Mais d'autres critiques, plus courageux, plus honnêtes et plus fidèles à leur jugement artistique initial, maintinrent fermement leur position originale avec une intégrité admirable. C'était indéniablement un chef-d'œuvre absolu de l'art musical, peu importe complètement la couleur de peau de son créateur génial. Si nous avons plairé en l'entendant avant de connaître son origine, écrivit le critique viennois Édouard Hanslick dans un éditorial courageux qui fit sensation. Pourquoi devrions-nous cesser de plairer maintenant que nous savons qu'elle vient d'un cœur qui a souffert plus que nous ne pouvons imaginer? N'est-ce pas précisément cette souffrance authentique qui lui donne sa profondeur incomparable? Mais ce qui importait vraiment, au-delà des débats intellectuels dans les journaux et les salons, se passait dans les couloirs silencieux et puissants du pouvoir politique et aristocratique. Le maestro Victor Hartmann, utilisant toute son influence considérable et ses décennies de relations cultivées auprès de l'empereur François-Joseph d'Autriche, plaida la cause d'Alexandre avec une passion et une éloquence qui surprirent même ses proches collaborateurs. Il obtint une audience impériale privée, un honneur rare, et présenta son cas avec toute la force de conviction dont il était capable. « Votre Majesté impériale, argumenta-t-il avec ferveur dans le bureau doré du palais de Schönbrunn, si nous, en tant que société civilisée, célébrons sincèrement le génie authentique dans l'art, nous devons le célébrer partout où il se trouve, sans exception hypocrite. Gardez cet homme remarquable en esclavage après qu'il nous a offert une telle beauté transcendante, après qu'il a touché nos cœurs et élevé nos âmes avec sa création sublime, serait non seulement une injustice criante, mais une honte permanente et indélébile pour toute la civilisation européenne que nous prétendons représenter. » L'empereur François-Joseph, homme cultivé, amateur éclairé de musique et toujours extrêmement soucieux de l'opinion publique internationale qui affectait le prestige de son empire, fut profondément touché par ces arguments. Il écrivit personnellement une lettre diplomatique mais fermement formulée à son homologue français, l'empereur Napoléon III, suggérant avec toute l'autorité de sa position que reconnaître officiellement Alexandre et l'affranchir publiquement serait un geste magnifiquement noble qui élèverait considérablement la France aux yeux admiratifs du monde civilisé entier. L'art transcende les frontières, écrivit-il, et cet artiste mérite la liberté que son génie réclame. Napoléon III, empereur toujours obsédé par le prestige international de la France et conscient des critiques croissantes contre l'esclavage qui persistait dans les colonies françaises, lut cette lettre avec un intérêt calculateur. Il comprit immédiatement l'opportunité politique. Il fit convoquer Henri Beaufort à Paris et exerça sur lui une pression discrète mais absolument ferme et irrésistible. « Monsieur Beaufort, lui dit un ministre impérial lors d'une rencontre privée arrangée spécifiquement pour cette discussion, l'empereur attend de vous un geste de grandeur patriotique. La France a besoin de héros culturels. Vous pouvez soit être l'homme qui a découvert et libéré un génie, soit l'homme qui a tenté mesquinement de l'enchaîner. Choisissez sagement. » Henri Beaufort résista d'abord avec acharnement obstiné, son orgueil masculin et racial étant profondément et douloureusement blessé par toute cette affaire humiliante. L'idée qu'un de ses esclaves, sa propriété légale, avait acquis une célébrité internationale et était maintenant défendu par des empereurs était presque insupportable pour son ego. Il ragea en privé, brisa des objets dans son bureau, traita Alexandre de tous les noms imaginables. Sa femme, Clarisse, le soutenait dans son amertume, alimentant sa colère avec ses propres préjugés venimés. Mais Sophie, leur fille, avait définitivement rompu avec eux émotionnellement. Elle refusait de leur parler, vivait dans sa propre aile de la maison et menaçait publiquement de témoigner contre son père dans les journaux s'il continuait à retenir Alexandre. « Vous avez le choix, dit-elle froidement à son père lors de la dernière confrontation avant la cérémonie, entre garder un esclave et perdre votre fille, ou libérer un génie et peut-être conserver un semblant de dignité. Je ne vivrai plus sous le même toit qu'un homme qui enchaîne l'art lui-même. » Quand il devint absolument clair que résister davantage serait non seulement futile mais catastrophique, que toute l'Europe regardait avec attention, que refuser l'affranchissement serait un scandale international majeur qui détruirait sa réputation commerciale, et que l'empereur de France lui-même le pressait fermement d'agir avec la menace implicite de conséquences politiques, Beaufort céda finalement, vaincu et amer. En novembre 1869, lors d'une cérémonie officielle soigneusement orchestrée à l'Hôtel de Ville de Paris qui fit les gros titres de tous les journaux français et de nombreux journaux européens, Alexandre fut officiellement et légalement affranchi devant une foule de centaines de personnes, incluant des diplomates, des artistes, des journalistes et des citoyens ordinaires venus témoigner de ce moment historique.
Je te libère, dit Beaufort devant tous les témoins assemblés, lisant un discours préparé par ses avocats. Ces mots sonnant creux, forcés, totalement dénués de sincérité authentique, pour services exceptionnels rendus à la Française et à la gloire culturelle de notre nation. Que ta musique continue d'honorer la France. Alexandre, debout devant l'homme qu'il avait légalement possédé comme un objet pendant 13 longues années, vêtu d'un costume neuf que Sophie lui avait fait faire pour l'occasion, ressentit un mélange extraordinairement complexe d'émotions contradictoires qui le submergèrent presque. Pas de joie pure et simple, pas de gratitude envers Beaufort, mais quelque chose de beaucoup plus profond et plus nuancé, une reconnaissance solennelle et grave. Que justice, aussi tardive, aussi imparfaite, aussi arrachée à contre-cœur qu'elle soit, avait finalement été faite. Il savait que ce n'était pas la bonté de Beaufort, mais la pression du monde entier qui l'avait libéré. Et cette vérité était importante à reconnaître. « Merci, monsieur, dit-il simplement et dignement, sachant que ce mot rituel et formel fermait définitivement un chapitre douloureux de sa vie tout en ouvrant un nouveau chapitre rempli d'incertitudes mais aussi de possibilités infinies. Il ne sourit pas, il ne pleura pas, il accepta simplement sa liberté comme un droit qui aurait toujours dû être le sien. Sophie, debout parmi la foule, pleurait ouvertement de joie libératrice, ayant lutté si longtemps, si courageusement, si obstinément pour ce moment précis qu'elle avait parfois cru impossible. « Tu es libre, Alexandre, lui dit-elle plus tard quand ils purent enfin se parler en privé, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Vraiment, légalement, définitivement libre. Plus personne ne peut te posséder. Tu t'appartiens enfin. » Mais la liberté juridique, aussi précieuse soit-elle, n'était que le début d'un voyage beaucoup plus long et complexe. Alexandre, maintenant publiquement reconnu à travers toute l'Europe comme compositeur de génie, reçut presque immédiatement une invitation officielle et chaleureuse à se rendre à Vienne, envoyée personnellement par le maestro Hartmann. « Viens », écrivait le vieux maestro avec une affection paternelle évidente. « Vienne t'attend. Ton public t'attend. Ta vraie vie t'attend. » À Vienne, Alexandre fut reçu comme un véritable héros conquérant, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous durant ses nuits dans le réduit humide près des cuisines Beaufort. Il donna des concerts mémorables où il dirigeait lui-même sa symphonie devant des salles bondées et enthousiastes qui l'applaudissaient debout, des larmes coulant sur les visages de personnes qui, quelques mois auparavant, auraient peut-être refusé de s'asseoir à côté d'un homme noir. La musique avait ce pouvoir extraordinaire de transformer les cœurs, même temporairement. Il composa prolifiquement durant les années qui suivirent, libéré enfin de toute contrainte. Un magnifique concerto pour piano dédié explicitement à Sophie, plein de gratitude et d'affection reconnaissante. Une suite orchestrale innovante basée sur les chants traditionnels de Martinique, mêlant les rythmes africains aux formes européennes d'une façon révolutionnaire. Un requiem déchirant pour tous les esclaves morts anonymement, dont les noms ne seraient jamais connus mais dont les souffrances méritaient d'être commémorées. Chaque œuvre portait la marque distinctive de son génie unique, cette fusion de douleur authentiquement vécue et d'espoir indomptable. Mais malgré le succès, malgré la célébrité, malgré les honneurs qui s'accumulaient, Alexandre ne retourna jamais vivre en France. Les souvenirs étaient trop douloureux, trop profondément ancrés dans chaque pierre de Paris. Il ne pouvait pas marcher dans les rues où il avait été esclave sans sentir le poids fantôme des chaînes. Il s'installa définitivement à Vienne, cette ville qu'il avait accueillie et célébrée quand la sienne l'avait rejeté. En 1873, il fonda avec l'argent gagné par ses concerts et ses compositions une école de musique révolutionnaire qui acceptait les élèves de toute race, toutes origines sociales, toutes conditions économiques. C'était sa façon de payer en avant la chance qu'il avait reçue. La musique, disait-il souvent à ses étudiants avec une passion qui ne diminua jamais avec les années, ne connaît pas de chaînes, pas de frontières, pas de préjugés. Elle est la langue universelle et éternelle de l'âme humaine. Si vous pouvez sentir, vous pouvez créer. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Sophie, qui avait courageusement et définitivement rompu avec ses parents après leur refus initial cruel de libérer Alexandre et leur comportement honteux durant toute l'affaire, le rejoignit à Vienne 2 ans après son installation, en 1871. Elle avait vendu tous ses bijoux, renoncé à son héritage familial et traversé l'Europe avec juste une malle de vêtements et une détermination de fer. Leur relation extraordinaire, qui avait commencé dans le secret absolu, la conspiration dangereuse et la peur constante d'être découvert, se transforma progressivement en un partenariat public profond basé sur le respect mutuel inébranlable et un amour partagé et passionné de la justice et de la beauté. Ils ne se marièrent jamais officiellement,
Les lois complexes et les préjugés tenaces de l'époque rendaient un mariage interracial légalement compliqué et socialement périlleux même dans la Vienne relativement progressiste. Mais ils vécurent et travaillèrent côte à côte pendant 40 années riches et productives, combattant ensemble inlassablement pour l'abolition complète et définitive de l'esclavage partout dans le monde et pour l'égalité absolue dans les arts et l'éducation. Ils devinrent un couple légendaire dans les cercles progressistes européens, un symbole vivant que l'amour et le respect pouvaient transcender toutes les barrières artificielles que la société construisait. La symphonie en do majeur, cette œuvre monumentale que Vienne n'oublia jamais et ne pourrait jamais oublier, continua à être jouée régulièrement à travers le monde entier pendant les décennies suivantes. Elle devint bien plus qu'une simple pièce musicale. Elle devint un symbole politique et social puissant, la preuve irréfutable et indéniable que le génie artistique authentique ne reconnaissait aucune barrière de race, de statut social ou d'origine. Des générations entières de musiciens noirs, de compositeurs, de chefs d'orchestre, citèrent Alexandre comme leur inspiration primordiale, comme la preuve vivante que leur voix méritait d'être entendue, leurs histoires méritaient d'être racontées, leurs créations méritaient d'être célébrées. Alexandre mourut paisiblement dans son sommeil en 1904, à l'âge de 63 ans, dans l'appartement confortable qu'il partageait avec Sophie à Vienne, entouré jusqu'à la fin par ses nombreux élèves dévoués et ses amis fidèles qui s'étaient rassemblés pour lui dire adieu. Ces derniers mots conscients, murmurés doucement à Sophie qui tenait sa main dans la pénombre de leur chambre, furent empreints de la sagesse accumulée de toute une vie extraordinaire. La musique m'a libéré spirituellement bien avant que les papiers officiels ne me libèrent légalement. Elle continuera à libérer d'autres après moi. C'est sa nature éternelle et sa promesse immortelle. À son enterrement émouvant au cimetière central de Vienne, la symphonie fut jouée une dernière fois par l'orchestre philharmonique au complet, tous les musiciens ayant insisté pour participer bénévolement. Et dans l'audience immense qui débordait largement du cimetière, des visages de toutes couleurs, de toute nationalité, de toute classe sociale pleuraient ensemble, véritablement unis par la beauté universelle et transcendante de ce qu'un homme autrefois réduit en esclavage avait créé contre toutes les probabilités, défiant toutes les limites que la société avait tenté de lui imposer. Des décennies et même des siècles plus tard, la symphonie en do majeur reste fermement au répertoire permanent des grands orchestres symphoniques mondiaux. Et chaque fois qu'elle est jouée quelque part dans le monde, les programmes de concert notent fidèlement, composés en 1869 par Alexandre, nom de famille jamais enregistré, ancien esclave affranchi, qui prouva au monde entier que l'âme humaine, dans sa capacité de créer la beauté, ne peut jamais, au grand jamais, être véritablement enchaînée. Vienne ne l'oublia jamais, le monde non plus, et la musique, cette force mystérieuse et puissante qui transcende toutes les barrières humaines, continue éternellement de chanter la liberté que son Créateur gagna laborieusement note par note, mesure par mesure, jusqu'à ce que l'humanité entière reconnaisse enfin ce qu'il savait depuis toujours dans les profondeurs de son cœur, que nous sommes tous, sans exception, égaux devant la beauté transcendante que nous pouvons créer quand on nous donne la liberté de le faire. Et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.